Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir. Bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir. Chroniqueur politique. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Notre invité politique est la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir Pierre de Villeneuve. C'est un intitulé assez long, mais du coup ça veut dire que vous avez quand même beaucoup de dossiers à gérer. D'abord cette nouvelle qui vient de tomber il y a une demi-heure. Les États-Unis notifient les Nations Unies de leur retrait de l'accord de Paris sur le climat. C'est pas une surprise puisque ça avait été annoncé par le président Trump et nous avions réagi en disant que la France, l'Europe continuerait à porter cette ambition environnementale qui a été permise par les accords de Paris parce que c'est efficace. Et avec ou sans les États-Unis, c'est différent ou pas ? Alors, parce que c'est efficace, je veux le rappeler, c'est-à-dire que grâce aux accords de Paris, la trajectoire de réchauffement climatique a baissé d'1 degré. C'est pas suffisant, mais c'est important de le dire. Ça on le sait parce qu'on a suivi les accords de Paris, mais aujourd'hui, avec ou sans les États-Unis, est-ce que ça change quelque chose ? C'est moins bien puisque les États-Unis font partie des grands émetteurs, mais ça ne nous empêche pas de travailler, et ce d'autant plus qu'une partie des États américains ne suivent pas leur président. Vous savez que notamment les États démocrates ont très clairement dit qu'ils continueraient à travailler sur les accords de Paris, et aujourd'hui, c'est eux qui ont les leviers de la baisse d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pas Donald Trump qui a les leviers. Là, il sort de l'accord de Paris, donc visiblement, il a quand même quelques leviers. Il est dans un État fédéré. Il est dépendant aussi des gouverneurs de chaque État, et dans ces États, il y en a qui ont très clairement dit on continue cette trajectoire. Je rappelle qu'il y a des États comme la Californie qui pèsent autant que la 13e puissance mondiale de la planète. Donc ça a de la valeur et nous on continuera. Rappelez aussi, c'est important, que le fait que les États-Unis ont baissé leurs émissions de gaz à effet de serre de 20% ces dernières années. Donc il ne s'est pas rien passé, et effectivement nous allons continuer. Et je pense que les États-Unis, mais comme la Chine, ont compris que derrière la transition écologique et énergétique, il y a de l'économie. C'est-à-dire, ça ne va pas s'arrêter s'il y a des filières industrielles derrière. Mais en gros, ils disent aussi, on peut faire sans vous. On peut faire sans les autres pays. On peut faire sans les accords sur le climat parce qu'on sait faire tout seul. C'est un peu ça ce qui fait Donald Trump. Je pense qu'il dit surtout, je ne veux pas de contraintes. Et ce qui m'intéresse... On dit la même chose, Agnès Pannier-Runacher. Non, pas tout à fait, parce que il dit ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'avoir les coudées franches. Nous, on dit on ne réussira pas la baisse des émissions de gaz à effet de serre sans être capable de travailler tous ensemble, parce que les émissions de gaz à effet de serre, ça concerne toute la planète. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et celui que je porte aujourd'hui en tant que ministre de la Transition écologique, c'est je prends acte de ce choix et je vais concentrer toute ma politique de transition écologique sur les mesures de protection des Françaises et des Français, les mesures les plus tangibles, les mesures qui ont le plus d'impact sur leur existence quotidienne, les mesures qui, d'une certaine façon, sont les plus égoïstes. Je pense que c'est important, aujourd'hui, qu'on comprenne que l'écologie n'est pas un truc de bobo de grande ville. L'écologie, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Rennes, où il y a des gens qui ont les pieds dans l'eau et qui sont évacués d'un EHPAD ici, d'une clinique là. L'écologie, c'est ce qui s'est passé sur mon territoire, où pendant 1 an, sans interruption, on n'a pas pu planter dans les champs, on a dû évacuer à plusieurs reprises des habitants. Et il faut s'en saisir, et tous ceux qui vous disent qu'il ne faut pas agir, et il y en a beaucoup, y compris dans ce pays, dans notre pays, sont des gens qui, ne protègent pas les intérêts des Français. Et c'est pour ça que vous avez tenu vos vœux aujourd'hui aux acteurs de la transition écologique avec des mots très forts. Vous avez dit gravité, ça a été un fil rouge pendant tout votre discours. Mais moi, je veux bien qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas, et je pense qu'il y a quand même une grande majorité de Français qui approuvent ce que vous venez de dire. Personne ne souhaite des inondations, personne ne souhaite des catastrophes comme on les voit depuis quelques mois qui deviennent de plus en plus graves. Mais comment est-ce que vous allez faire, alors que tout à l'heure encore à l'Assemblée nationale, le Premier ministre s'est empêtré sur un mot dans dans un capharnaüm politique qui va encore mettre des bâtons dans les roues dans l'avancée de votre gouvernement? Je ne pense pas que le Parti socialiste, que les Verts, que le Bloc central, y compris les Républicains, ne souhaitent pas qu'on avance sur la transition écologique. Donc on va continuer, bien sûr, et on va continuer en développant risque de censurer aussi le gouvernement l'industrie. En dépit des questions écologiques. C'est ça le problème. Non, moi je suis confiante qu'on trouvera un chemin. Et vous mentionnez le premier... Le PS a claqué la porte des négociations. Je suis confiante qu'on trouvera un chemin. Le Premier ministre a effectivement tenu un propos en mentionnant un sentiment
qu'il entendait sur le terrain exprimé par des Français. Que ça plaise ou pas, c'est une réalité que nous expriment les Français. Pas tous les Français, une partie des Français, ça fait partie des choses qu'on doit... alors, certains diront la majorité, moi ça dépend des enquêtes d'opinion, il y a différentes versions. On a un sondage ce soir de l'Institut CSA pour Europe 1, CNews et le JDD qui nous disent que 65% des Français sont d'accord avec le fait que, avec le constat suivant, la France est submergée par l'immigration et c'est 65% des sympathisants de votre parti, enfin en tout cas du mouvement auquel vous appartenez, Renaissance. C'est bien ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire ce sentiment il remonte. C'est pas exactement ce que vous dites, submersion, c'est pas la même chose que la question qui était posée, mais on va pas rentrer dans le détail. En revanche, ce qui est clair, c'est que le Premier ministre est le Premier ministre de tous les Français. Donc il entend tous les Français. Les 35% qui n'ont pas ce sentiment, les 65% qui expriment ce sentiment. Et il se doit d'agir. Ça, c'est la première chose. Mais le Premier ministre est un grand républicain. Et ça, je sais que le Parti socialiste ne peut pas en disconvenir. Ils l'ont vu sur toute la durée de sa carrière. Ça veut dire qu'ils ont tort de s'opposer à lui ? Non, moi je dis que notre main est tendue, notre porte est ouverte et qu'on doit continuer à travailler parce que c'est l'enjeu et c'est l'intérêt des Françaises et des Français. Et je peux vous dire pour l'entendre sur le territoire, parce que j'ai été élue dans une circonscription du Pas-de-Calais et j'ai à cœur de faire les vœux de mes maires pour entendre justement ce qu'ils ont à me dire. Il n'y en a pas un qui me dise pas, maintenant il faut un budget, maintenant il faut avancer. C'est bien sympa ce qui se passe à Paris, mais nous, on a des problèmes, des inondations dans le Pas-de-Calais, on les a vus encore à l'automne dernier. Sur le terrain. Olivier d'Artigol. De la déclaration de politique générale aux dernières discussions avec cette crise politique ce soir sur les propos de François Bayrou, mais de cette déclaration de politique générale à la commission mixte paritaire de jeudi, il a peu été question d'écologie. Avez-vous, dans la dernière ligne droite, des arbitrages budgétaires à gagner? Et si oui, sur quel sujet précis? Alors, vous ne connaissez pas toutes les discussions budgétaires, donc il y a eu des discussions budgétaires qui ont porté sur l'écologie. Oui, j'ai gagné des arbitrages ces dernières semaines, ne serait-ce qu'en confortant les arbitrages que j'avais déjà gagnés sous le gouvernement Barnier, les 1,6 milliard d'euros que nous avons obtenus avec Marc Ferracci sur la décarbonation de l'industrie, les 300 millions d'euros sur le fonds chaleur qui permettent à ce fonds chaleur d'être au niveau le plus élevé de toute l'histoire de ce fonds chaleur, l'augmentation inédite du fonds Barnier, puisqu'on parle, alors que toutes les enveloppes sont réduites, d'une augmentation de 30% de ce fonds. Il y a une demande même d'un certain nombre de partis d'aller au-delà. Donc ces arbitrages, ils ont été gagnés. Par ailleurs, avec mon collègue Éric Lombard, et je mentionnais ces discussions qu'on peut avoir avec certaines composantes de la gauche sur l'écologie, nous avons mobilisé la semaine dernière la Caisse des dépôts et consignations pour faire en sorte d'obtenir des financements complémentaires. On parle d'extra-budgétaire, elle nous a fait des propositions, les décisions seront prises dans les tout prochains jours. Donc oui, il y a des avancées qui sont possibles, même si bien entendu, moi je suis une des victimes de la censure, au sens où, ayant un budget qui ne consiste pas à mettre des professeurs en face d'élèves, et donc les professeurs, par construction, leur rémunération est sécurisée, c'est ça ce qu'on appelle les services votés. Moi, j'ai une politique d'intervention où je soutiens des projets d'entreprises et de collectivités locales. Et quand vous avez une censure, c'est zéro, tant qu'il n'y a pas de budget. On va en parler dans un instant avec Agnès Pannier-Runacher. Restez bien avec nous dans Europe 1 Soir. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec nous, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. On l'a dit tout à l'heure, 65% des Français, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, estiment que la France est submergée par l'immigration. L'immigration, la sécurité des Français, la police, la réponse pénale, tout ça est au cœur des débats, notamment au cœur de deux ministres qui sont le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Est-ce que vous les suivez également sur leur ligne? Alors, je reviens juste à un instant sur ce qu'on vient de dire. C'est pas les Français, c'est des Français. Moi, je fais partie des Français qui n'ont pas cette vision de l'immigration. Je tiens à le préciser. J'ai dit 65% des Français. Ça nous fait donc un bon tiers. Vous êtes dans les 35. Voilà, exactement. Et je pense que c'est important qu'on se dise... parce que vous êtes dans les 35%, vous ne suivez pas Bruno Retailleau? Non, ce n'est pas ce que je dis. Moi, je suis Gérald Darmanin et Bruno Retailleau sur leur lutte contre les narcotrafics.
Alors ça, je n'ai aucun problème avec ça. Le Sénat a approuvé justement le PNACO tout à l'heure. Et c'est vraiment une avancée. Je le redis parce que la lutte sur les narcotrafics, la menace est en train d'augmenter massivement. Moi, je le vois en tant que ministre de la mer. J'ai l'action de l'État en mer, c'est une partie régalienne, et on a de plus en plus de prises de poudre et de drogue. Et effectivement, on voit une augmentation réelle, massive de ces trafics. Notre droit n'a pas été adapté à cette professionnalisation des narcotrafiquants. Ça fait effectivement des années qu'il n'avait pas été retouché. C'est un besoin et c'est un consensus, c'est-à-dire que je me rappelle qu'Éric Dupond-Moretti a travaillé 2 ans, notamment en allant voir en Italie les bonnes pratiques et toutes les mesures qui avaient été mises en œuvre pour lutter contre les narcotrafiquants. Ils avaient un contexte, on va dire, lié à la mafia, et donc justement la question des repentis. Et notre droit doit être adapté, et on le voit aujourd'hui au Sénat. Vous mentionnez cette proposition de loi, elle est aussi portée par la gauche. Donc vous voyez, sur le régalien, on sait se retrouver face à des menaces importantes sur le lesquelles on doit agir. Sur l'immigration, j'entends que vous n'estimez pas que la France serait submergée par l'immigration. Il y a une question et il y a un bras de fer entre la France et l'Algérie. J'apprends à l'instant, alors qu'on sait que Boualem Sansal est sorti de l'hôpital pour regagner sa cellule. Il est toujours en détention. Il est français, il est franco-algérien, mais il est aussi français. Alger convoque l'ambassadeur de France, dénonce des traitements dégradants d'Algériens à Paris. Alors, qu'est-ce que répond le gouvernement que vous représentez ce soir sur Europe 1 je crois qu'on va le redire. Le soutien total pour notre ressortissant franco-algérien, français donc, qui est retenu en Algérie, et le souhait qu'il puisse être libéré et que son état de santé soit sérieusement pris en compte. 2, le fait que nous n'avons pas à nous faire menacer de cette manière, et nous répondrons sur la base du droit. C'est une menace. Convoquer l'ambassadeur de France. Convoquer l'ambassadeur de France dans la grammaire de la diplomatie, c'est un acte marquant dans lequel qui peut s'expliquer. Nous, on a dû convoquer parfois des ambassadeurs qui avaient attaqué très directement les intérêts français. Là, il me semble qu'on est plutôt dans le registre d'une diplomatie musclée, et il nous appartient de répondre dans le bon registre. Donc c'est disproportionné à tout le moins. Il me semble qu'effectivement, je ne crois pas qu'un État de droit comme la France puisse se faire reprocher de maltraiter des ressortissants de quelque nationalité que ce soit. Et ces dernières semaines, on a beaucoup entendu des observateurs et même des personnalités politiques parler, vous savez, des leviers qu'on pourrait activer pour faire plier finalement les Algériens. Et c'est un petit peu ce qu'on voit en ce moment entre Donald Trump et la Colombie. C'est-à-dire que les Colombiens ne veulent pas accueillir leurs migrants, eh bien on augmente les tarifs de douane, on annule les passeports diplomatiques. Est-ce que la France devrait activer un certain nombre de leviers comme l'aide au développement, la question des visas, des passeports diplomatiques pour les hiérarques? Est-ce qu'il y a des mesures que vous avez identifiées et qui pourraient être utilisées pour obtenir la libération? Parce qu'on a bien compris que la diplomatie, ça ne fonctionnait pas très bien. Alors d'abord, on sait utiliser un certain nombre de leviers, y compris dans certaines négociations, et moi je le fais comme ministre de la Transition écologique, monter ou travailler sur des rapports de force pour obtenir en diplomatie des accords. Je suis ministre de la Transition écologique, je suis pas ministre de l'Intérieur, je suis pas ministre des Affaires étrangères, donc je laisserai mes collègues répondre sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est intéressant parce que finalement, nous sommes un pays qui avons des inondations majeures dans notre pays, des gens qui sont évacués, une action et l'annonce ce matin que le plan national d'adaptation au changement climatique a été approuvé au Conseil national de la transition écologique à la quasi-unanimité. Vous m'invitez sur ce plateau et on parle de régalia. C'est très bien. On a un écrivain franco-algérien qui est emprisonné depuis 75 jours dans les Jeux algériens. Mais nous avons aussi une actualité qui touche des centaines de Français et qui touche, s'agissant de l'adaptation au changement climatique et en fait du dérèglement climatique,
tous les Français dans leur santé, on en a parlé. tous les Français dans leur patrimoine, on a commencé l'émission tous les par ça. Français dans leur pouvoir d'achat, parce que l'envolée des produits alimentaires, c'est lié aussi à de mauvaises récoltes. Lorsque le prix du chocolat augmente, c'est pas les normes européennes qui sont en cause. On fait pas de cacao en Europe. Donc je pense que c'est important aussi de parler de ces sujets. Runacher, vous êtes ministre de la Transition écologique. Je voulais vous poser une question. D'ailleurs, il y a un gimmick entre nous sur Europe 1. Lorsque vous venez, on parle toujours de voitures. Alors ça tombe bien parce que l'autre jour, j'ai lu dans Les Échos que Stellantis, qui avait lancé la Fiat 500 totalement électrique, va finalement, devant la baisse des ventes de voitures électriques, finalement produire ce modèle qui devait être 100% électrique. Elle va finalement proposer un moteur thermique pour cette voiture. Est-ce que c'est un changement qui est du coup industriel, qui suit les mentalités des automobilistes? Est-ce que c'est inquiétant? Alors, juste rappeler les chiffres. En France, 25% des Français achètent des voitures électriques. On était à moins de 5% il y a 5 ans. Donc, la voiture électrique... Parlez des voitures neuves. Je parle des voitures neuves. Vous savez comme moi que il y a effectivement que 15% des Français qui achètent des voitures neuves. Mais sur les immatriculations et sur la croissance de l'électrique, c'est sur les voitures neuves qu'on le calcule. Et ça montre bien qu'il y a un mouvement que personne n'avait imaginé il y a seulement 6 ans. Moi, j'étais de verre. Allez voir les concessions. Ils vous disent tous que maintenant, il y a beaucoup de gens qui rendent leur voiture électrique et qui achètent à nouveau une thermique. C'est ce que vous dites, Pierre de Villeneuve. Moi, j'observe qu'il y a 90% des Norvégiens qui ont aujourd'hui... On n'est pas en Norvège, Agnès. Non, mais c'est pour vous montrer... Bien sûr que tout le monde... Mais là, vous savez bien comment la voiture électrique a été vendue en Norvège. On achatait une Tesla au prix d'une 4L à l'époque. Alors, il y a... je pense que c'est pas tout à fait exact. 50% des Chinois qui s'équipent en électrique. Autrement dit... C'est normal, ils en ont pas d'autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'industrie automobile J'ai travaillé chinoise, dans l'industrie automobile. Je peux vous dire avec moi au salon de Shanghai en avril prochain et puis vous verrez bien. Parce qu'ils savent faire des voitures électriques, oui, mais ils savent aussi faire des voitures thermiques. N'oubliez pas que Geely est le propriétaire de Volvo. Moi, ça a été mon client quand j'étais chez Faurecia. Donc, attention à ce qu'on raconte aussi sur les plateaux. Il n'y a pas de plafond de verre. Il n'y a pas de plafond de verre puisque d'autres pays sont allés bien au-delà de nous en termes d'équipement. Et pourquoi donc vous ils restez sont allés... confiante, c'est ça la conclusion. Je reste confiante. Je trouve juste que on doit aujourd'hui faire en sorte que les entreprises qui s'équipent à peine à 11% fassent l'effort de s'équiper. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque les Français aujourd'hui? C'est le coût de la voiture. C'est le coût de la voiture. Alors, on a fait, et les constructeurs ont fait des gros progrès. Moi, je pense à Renault qui a sorti un modèle de R5. Je pense à la C3 électrique qui est aujourd'hui à 23 000 euros. Qui existe en thermique aussi. On n'est plus du tout sur les niveaux de 35 000, 40 000 euros d'il y a encore quelques années à peine. Mais quel est le frein? C'est le coût de la voiture électrique. Et vous voyez bien qu'il faut un temps de convergence industrielle pour arriver à des prix plus bas. La Chine a réussi à nous de faire cette équation-là. Et puis le prix du carburant est bien moins cher en électrique. Olivier. C'est bien moins cher. C'est plus de 1 000 euros d'économie chaque année. Et ça, il faut le factoriser. Ça doit être une souffrance que d'être à la tête d'un ministère qui a besoin de temps long, de perspective, de projection, alors que vous êtes confronté à une instabilité politique, à une fragilité. Je pense qu'on peut dire ça de toutes les politiques publiques. Quand on voit effectivement des maires qui sont installés pour 5 ans et qui ont le temps de construire leur projet et qu'effectivement, en tant que ministre, il faut passer parfois d'un sujet à l'autre ou devoir passer des périodes de remaniement dans lesquelles on n'est pas autorisé à agir ou très limité dans notre action, c'est vrai que c'est une frustration. Maintenant, moi, ça fait plus de 6 ans que je suis au gouvernement. Le président de la République est à la tête de ce pays depuis 7 ans. Il y a un certain nombre de politiques qu'on a portées avec succès sur l'emploi, sur l'industrie. Donc, il y a aussi des lignes de force qu'on peut encore mesurer. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'avoir été l'invitée d'Europe 1 ce soir. Je vous signale que Pascal Praud, c'est 2 rendez-vous par jour sur Europe 1. D'abord l'heure des pros, 9h, 9h30, codiffusion CNews. Ensuite 11h30 pour vous donner la parole. Et vous l'appelez Pascal, 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé. Europe 1 vous rappelle. Nous on se retrouve avec Olivier et Jules pour commenter l'actualité juste après ça. À tout de suite.